pour la paix et les pactes pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, c'est une initiative de l'ECC, vous le savez très bien, que les évêques séjournaient il y a peu, vous le savez très bien, à Goma, où ils ont rencontré les responsables de l'AFC ainsi que les M23. Ils ont aussi été au Rwanda, chez le président Paul Kagame, les Rwandais. Celui-là même pour qui les soldats sont en train d'agresser les Congolais dans cette partie du pays. Le président de la République qui a été au Conseil de sécurité en Allemagne à Munich, de là, il a fait des déclarations selon lesquelles les vrais commanditaires de ces agressions que nous subissons dans la partie est du pays, c'est bien son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Entre-temps, de l'autre côté aussi, la médiation entre la République démocratique du Congo et l'Angola tourne, au fait, le médiateur a désisté, il a abandonné, Joao Lourenço, le président angolais, a abandonné la médiation. Nous allons aussi essayer de faire des analyses exclusives sur ces thématiques afin de pouvoir décrypter la situation avec nos invités que nous avons reçus aujourd'hui sur ces plateaux de CML13 Télévision dans ces échos de l'école des communicateurs de ce samedi 15 février 2025. Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux qui attendaient cette émission et ce sera aujourd'hui un face-à-face, un autre format parce que d'autres invités ont désisté. Nous ne pouvions pas nous priver de ces devoirs patriotiques de pouvoir défendre notre pays, mais aussi de vous informer, défendre les pays pour ceux dont nous avons reçus sur les plateaux et notre devoir en nous de vous informer. Nous avons reçu le secrétaire général de l'école des communicateurs, Daniel Kitenge, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, Jonas Champa, mon cher frère et ami. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est une première pour ce nouveau format avec vous comme présentateur. C'est une émission où j'étais un habitué. Et merci de m'avoir invité. J'attendais vraiment mon invitation pour venir participer. Et vous êtes là. Et essayer de donner aussi le peu que nous connaissons sur comment les choses doivent se faire. Et je salue mon co-débatteur. Je salue les habitants de Bukavu, les habitants de Goma, de Massissi, de Bunagana, toute cette partie-là occupée par les ennemis de la République, le Rwandais. Et bon courage à vous, tenez fort. Mes condoléances aux familles éprouvées, aux familles qui ont perdu les leurs à cause de la gestion catastrophique sur les questions sécuritaires de ces pouvoirs des incompétents. Et aujourd'hui, la République souffre et la République paye les pots cassés à cause de cette incompétence. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Daniel, soyez les bienvenus. Nous réitérons également nos condoléances les plus sincères, les plus attristées à tous ceux qui ont perdu le leur dans cette partie du pays. Mais nous espérons que le gouvernement pourra bientôt rétablir la situation dans cette partie parce qu'il travaille sur ça. Adrien Bikundi, soyez également les bienvenus. Une première participation à l'écho de l'école des communicateurs sur CML13 Télévision. Bienvenue. Merci beaucoup, Jonas Champa, vous qui êtes un frère et un ami de longue date. Je suis très content de pouvoir, d'ailleurs pour la première fois, répondre à votre invitation. Merci beaucoup pour l'honneur que vous m'avez fait. Je dis merci au DG de CML13, Monsieur Louis-France Kouzikessa. Monsieur Louis-France Kouzikessa, donc pour tout ce beau cadre qu'il a mis en place et qui permet à la jeunesse comme nous de pouvoir venir nous exprimer. Et donc, je suis venu, je répondis à cette invitation beaucoup plus pour la partie est de mon pays. Et donc, quand je suis venu ici pour pouvoir donner mon point de vue, c'est pour exprimer ma compassion à toute cette population de la partie est de mon pays. Je pense à ceux qui sont à Bukavu, à l'angoisse qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Je pense à toutes ces populations qui sont à Goma, un peu partout, à qui je souhaite vraiment mes sincères condoléances et ma compassion, mais aussi une façon d'exprimer notre unité à toutes ces populations pour leur dire que nous sommes ensemble et que nous subissons tous la douleur pour ce qui est en train d'arriver en ce moment dans ces parties du pays. Alors Adrien Bikundi, vous êtes
licencié en journalisme de l'ex-institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI. Exactement. Devenu aujourd'hui UNICI, Université des sciences de l'information et de la communication. Vous suivez de très près l'actualité dans notre pays. Je rappelle aussi que vous êtes analyste proche du pouvoir. Quel est votre aperçu quand vous aviez appris que les évêques qui ont organisé ces pactes pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays, dans la région des Grands Lacs, quelles ont été vos impressions sur cette rencontre entre l'ECC Senko et Corneille Nangaa à Goma? D'abord, je veux bien établir les contextes dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en guerre en ce moment. Pays attaqué par ses ennemis. On parle aujourd'hui de M23 qui est soutenu par l'armée rwandaise, qui ont accepté, qui ont décidé cette fois-ci d'attaquer des populations civiles, de ravager, d'assassiner, de saboter des vies humaines. Nous vivons une situation qui est catastrophique dans ce pays. Et donc, la République démocratique du Congo, c'est un pays en guerre. Ça, on le sait. On le sait très bien. La démarche de prélats catholiques, la Senko, le SCC, c'est une démarche qui est d'abord le leur. Parce que, rappelez-vous, que quand ils veulent le dialogue avec l'ennemi qui fait montre de la méchanceté, de la cruauté, l'ennemi qui est en train aujourd'hui d'endeuiller de milliers de familles, et l'ennemi qui aujourd'hui est en train de faire tomber des îles. Quand on veut le dialogue avec cet ennemi, c'est au profit de qui? L'ennemi travaille pour qui? Pour l'intérêt de qui? Ceux qui se disent être congolais ont accepté aujourd'hui de sacrifier la vie de leurs frères et sœurs congolais. Et dans le dialogue et dans la négociation, quelles sont ces revendications et ceci profite à qui? Aussi longtemps, le rôle de poser des questions, c'est le vôtre. Mais je voudrais que nous puissions réfléchir un peu dans ce sens pour que nous puissions comprendre la complexité de la situation. Sinon, nous aurons une vision qui est simpliste de la situation. Et si on est dans cette vision-là, on va trouver le coupable là où il n'est pas. On est sans ignorer l'histoire. Vous pensez que la démarche, cette rencontre n'a pas été opportune et qu'il fallait que si le dialogue y en aurait, que ce soit entre pouvoir et opposition non armée? D'abord, aujourd'hui, vous avez suivi le chef de l'État qui s'est exprimé. C'est vrai, il a bien sûr dit qu'il y a deux sortes d'opposition aujourd'hui. Il y a une opposition qui a pris les armes, et qui est soutenue. Parce que nous pouvons le dire aujourd'hui que cette opposition a toujours travaillé pour les intérêts qui sont ailleurs. C'est les intérêts qui n'ont rien à voir avec le peuple congolais. C'est de cette opposition dont il s'agit. Donc si ces gens ont déjà pris l'initiative de tuer, de prendre des armes, vous pensez vraiment que c'est par les négociations ou par les dialogues que vous allez... En dehors des négociations qui peuvent avoir... Le pays est en guerre. Vous pensez qu'il faut qu'on aille sur le front militaire et qu'on déclare ouvertement la guerre contre les Rwandais? Mais nous sommes déjà en guerre. Mais il n'y a pas eu de déclaration. Qui n'a pas vu? Mais quand on peut compter aujourd'hui les nombres de morts qu'il y a, depuis que ces conflits ont déjà commencé, c'est des millions et des millions. Vous pensez que ça, c'est pas la guerre? C'est une guerre. C'est une guerre. Une pression
Mais bon, au fait, la guerre dans le cadre étatique, il est établi. Oui, je sais. Il faut qu'il y ait une déclaration. Il faut qu'il y ait une déclaration de part deux pays. Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette formule de la déclaration de la guerre. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? On est en train de voir une armée étrangère qui viole l'intégrité de notre territoire et qui vient. Qu'est-ce que nous on fait pour mettre fin à cette situation? Mais la République démocratique du Congo, en tant qu'un pays agressé, n'a qu'un seul réflexe, c'est celui de se défendre. Se défendre par quel moyen? Nous avons l'armée qui s'appelle le FARDC. Notre armée est en train d'essayer de contenir la situation et de se battre. Et ils se battent avec le cœur, ils se battent avec détermination pour stopper la situation. Mais nous devons savoir que nous avons affaire à des ennemis qui ne sont pas à minimiser. Parce que les gens pensent aujourd'hui que nous nous battons avec le M23. Mais les vrais acteurs de cette guerre, qui sont-ils? Se cachent et ils n'apparaissent pas sur la carte. Qui sont ces vrais acteurs? Le vrai problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est son sous-sol. Ce sont ses richesses. Non mais, on sait que ces gens-là viennent... André, je voulais vous poser cette question. Exactement, allez-y. Ces gens-là, ils viennent pour piller nos ressources minières. Exploités illégalement par des moyens qui leur semblent propres, qui ne sont pas des moyens à mettre en évidence en ce 21e siècle, surtout que nous sommes des États modernes. Mais nous sommes ici dans une situation, parce que la scène internationale est une jungle. Seuls les plus forts font la loi. Exactement. Mais dans l'entretemps... Et c'est ce que nous subissons. C'est ce que nous subissons. Mais comment, à notre tour, ne pouvons-nous pas mettre des mécanismes pour mettre fin à cette guerre? Parce que finalement, on en a marre. Les populations subissent cette agression pendant près de 30 ans, à ce jour. Mais qu'est-ce que le président fait dans l'entretemps pour mettre fin à cette guerre? Parce que c'est de son devoir. Oui, parce que je crois que la question, elle est bien posée. On peut partir sur ces bases. Il faudrait que le peuple congolais sache aujourd'hui que la situation est aussi complexe qu'on n'est pas en train de le voir à première vue. Parce qu'il y en a qui présentent la situation de manière simpliste comme ça. La RDC aujourd'hui est en train de se battre avec qui? Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, le vrai problème... C'est la question à laquelle vous n'avez pas répondu. La RDC se bat contre qui? En dehors du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda n'est que ce pays qui est utilisé aujourd'hui par des grandes puissances, notamment, qui n'apparaissent pas sur la carte. Les grandes puissances de l'OTAN. Est-ce que ça veut dire... Les grandes puissances de l'OTAN, notamment, au fait, il y a les États-Unis, la France, ainsi que d'autres pays. Mais aujourd'hui, de l'Europe. Cher ami, la question qu'on va se poser, Adrien, oui. vous allez y aller. Vous venez de dire tout à l'heure là que la RDC se bat contre les grandes puissances de l'OTAN, parmi lesquelles figurent les États-Unis, la France, ainsi que tous les autres pays, l'Allemagne et consorts, tous les autres pays européens. Entre-temps, notre gouvernement demande à ce que cette communauté internationale, parmi les membres de cette communauté internationale, figurent aussi bien la France, les États-Unis, l'Allemagne et consorts. Donc, les mêmes pays qui nous agressent, ce sont ces pays-là auprès desquels nous sollicitons la solution à notre situation. Pensez-vous que cette perspective est la bonne? Vous avez 2 minutes pour conclure. Oui, moi, je pense que nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui tout en ignorant la diplomatie. Vous l'avez étudié comme moi aussi, je l'ai étudié avec moi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la guerre, on peut la gagner sur le champ en livrant des batailles avec l'ennemi. C'est une des possibilités de gagner la guerre. Mais tout comme aussi, on peut gagner la guerre sur le front de la diplomatie. Ce qui est beaucoup plus préférable, c'est d'abord aller avec la diplomatie. Parce que quand vous gagnez la guerre par la diplomatie, vous avez évité le bain de sang. C'est dans cette démarche que le président de la République s'était lancé dès son avènement au pouvoir. Il a fait montre
au monde entier. Cette diplomatie est efficace à ce jour? Si cette diplomatie, elle a été aussi... si cette diplomatie a réussi, on n'aurait pas aujourd'hui déploré de milliers de morts qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais parce que dans cette diplomatie, ne dépend pas seulement de la bonne volonté du chef de l'État ou de la République démocratique du Congo qui croyait en la bonne foi des autres partenaires à pouvoir nous aider à arrêter cette hémorragie. Mais on a pu constater que les gens agissent avec hypocrisie. Pourquoi est-ce que je dis que nous ne battons pas seulement avec le Rwanda, qu'il y a les acteurs qui sont invisibles, qui n'apparaissent pas sur la carte? Prenons aujourd'hui par exemple, je vous ai dit que l'armée rwandaise est formée par l'OTAN. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous dire encore aujourd'hui que, est-ce que vous savez que le Rwanda a signé le contrat avec l'Union européenne pour la vente de minerais dont il ne possède pas sur son sous-sol? Aujourd'hui, le Rwanda est connu dans le monde comme étant le pays qui vend le coltan. Le premier producteur du coltan, ce minerai aussi très important aujourd'hui dans le monde pour le multinational, alors qu'il n'en a pas sur son sol. La communauté internationale sait, toutes ces grandes puissances le savent, mais comment arrive-t-il à conclure ces contrats avec le Rwanda? Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Rwanda, son budget, presque à 50%, et ce sont des dons de la communauté internationale. Et donc, aujourd'hui... Mais c'est comme ça que je vous ai posé la question. Oui. Pensez-vous que c'est opportun? Oui. C'est une bonne démarche pour nous d'aller encore plaider auprès de ceux qui soutiennent les Rwandais? Donc, oui, c'est vrai, c'est que cette démarche... Est-elle bonne ou mauvaise? Elle a été bonne. Elle peut toujours continuer, mais cela n'est pas une seule solution qu'il faut envisager. Mais c'est la démarche que vous déplorez. Cela n'est pas, ce que je dis, cela n'est pas une seule solution qu'il faut envisager. Aujourd'hui, on est des Congolais, on est la jeunesse congolaise, tout ça. On est en train de voir comment la chose est en train d'évoluer. Les choses évoluent dans ce pays. Il faut comprendre aujourd'hui que les vraies solutions aux problèmes de Congolais ne doivent pas émaner de l'extérieur. C'est-à-dire, à la place, il faut travailler aussi à l'interne. Parce que la RDC, notre pays, nous avons les atouts, tous les atouts pour pouvoir nous en sortir de cette situation. Que le président de la République, dès son retour, il pourra déclarer officiellement la guerre. Le président de la République est la personne qui est la mieux informée. Le président de la République a parlé de la mobilisation. Il prône aujourd'hui la cohésion. On a parlé au recrutement au sein de l'armée. Et le recrutement est en train de se faire en ce moment, comme il en avait lancé l'autre fois. Et donc aujourd'hui, la préparation à l'interne, mais aussi, on vit dans un monde qui est dans le multipolarité. On peut signer des contrats avec d'autres partenaires parce qu'on a vu le limite avec les partenaires traditionnels qui ne sont pas là pour nos propres intérêts. On peut envisager d'autres contrats avec d'autres grandes puissances qui peuvent nous aider aujourd'hui à maîtriser la situation, comme on a connu l'expérience dans la République centrafricaine. Merci, voilà. Adrien. Daniel Kitenge, vous avez suivi la réaction de votre vis-à-vis. C'est maintenant votre tour de prendre la parole sur la situation qui prévaut, notamment dans la partie est du pays. Mais ici, l'analyse que nous voulons avoir de vous, c'est celle qui associe aussi bien cette rencontre, cette approche. Il est vrai que le dialogue est sollicité, souhaité par au fait les prélats, ECC ainsi que la SENCO. Ils veulent qu'il y ait un dialogue pour trouver solution à tout ce que nous avons comme problème sécuritaire, à tout ce que nous avons comme problème sur le plan social. Merci beaucoup, oui. Jonas Champagne. Comment vous jugez cette démarche de rencontrer
Corneille Nangaa, ensuite de rencontrer Paul Kagame. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, laissez-moi quand même revenir un peu sur ce que j'ai entendu ici. Vous savez, j'ai comme l'impression que nous, Congolais, nous sommes experts en détecteurs de problèmes, mais jamais de solutions. J'ai religieusement écouté mon ami en face ici, Adrien Bikundi. Adrien, tout ce qu'il est en train de dire, mais c'est déjà entendu. C'est tout ce que nous disons chaque jour. Ça fait plus de 30 ans que nous avons le même discours. Les soutiens, le Rwanda est soutenu par les Occidentaux. Le Rwanda vend les coltons. Le Rwanda bénéficie des matières premières de la RDC. Le Rwanda fait ceci. Mais voilà les problèmes, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Mais qu'est-ce que nous mettons en place, nous, la RDC, pour trouver des solutions? Apparemment, nous sommes un pays où les gens ne réfléchissent pas bien, où les gens n'ont aucune solution, où les gens n'ont aucune compétence. C'est comme si on incitait l'intellectuel congolais d'être le plus moins intelligent du monde. C'est comme si nous ne réfléchissons pas en termes de solutions. On a diagnostiqué le problème suffisamment d'ailleurs. Mais pourquoi continuer toujours à tenir ces mêmes discours, le Rwanda, ça c'est déjà entendu. On doit passer les caps parlant de solutions. C'est ça qui doit couronner les débats, plus nos débats télévisés. On doit parler solutions. Nous connaissons les problèmes, les Rwandais nous agressent. Qu'est-ce que nous mettons en face pour défendre nos intérêts face au Rwanda? Apparemment, le Congo ne fait absolument rien. Le Congo n'a pas de solution. Donc pour vous dire que moi, à mon avis, je pense qu'il est temps que nous cessons avec ces discours, parce qu'aujourd'hui, même les chefs de l'État, même la première ministre, même les porte-parole du gouvernement, vous écoutez les mêmes discours. Apparemment, c'est tout le monde qui parle de ça. Oui. Tout le monde qui vante la grandeur du Rwanda, de tout ce que nous faisons, et ce que nous ne savons, c'est qu'on n'a pas vanté la grandeur du Rwanda. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train de détruire même les générations à venir. Parce qu'un pays, lorsque vous avez votre enfant à la maison, et que chaque jour, vous informez ou vous parlez à votre enfant en lui disant que notre voisin là est très fort, il est très fort. L'enfant commencera à avoir peur de ces phrases-là. Nous détruisons même les générations à venir. Alors qu'on doit réfléchir sur comment changer les narratifs. Nous, Yves nous a parlé d'un nouveau narratif. Mais ça doit partir de là. Quelle est la perception que le Congo aujourd'hui a du Rwanda? C'est un pays comme tous les pays. Le Rwanda n'est pas invincible. Le Rwanda n'est pas si fort qu'on peut les penser. Pas du tout. Le Rwanda n'est pas un pays extra. Si le Rwanda a des partenaires, nous aussi nous pouvons avoir des partenaires. C'est ça d'ailleurs les relations internationales. C'est ainsi que je parlais. S'il vous plaît, mon cher ami. On peut aller voir le partenaire du Rwanda, proposer plus s'il faut proposer plus, ou aller voir les autres partenaires qui ne sont pas en harmonie avec les partenaires du Rwanda pour trouver des solutions. C'est faisable. On ne doit pas démérer à toujours parler du problème. Les problèmes de la sous-région, nous les connaissons tous. Le problème, c'est le Rwanda. Pourquoi le Rwanda? Parce que le Rwanda est la base qui sert tous ces pays-là pour voler nos minéraux. Ouais. Et voilà pourquoi ces gens-là, vous savez pourquoi ces gens-là appuient le Rwanda? Parce qu'ils savent que la légalité paye moins que l'illégalité. Ils savent que s'ils viennent chercher le Congo en tenant compte des règles tracées, c'est-à-dire conclure des accords avec notre pays, exploiter les minéraux comme il se doit, ils savent que ça va payer moins. Mais aujourd'hui, ils savent que si nous continuons à enlever l'Est de la RDC, si nous continuons à financer le Rwanda, ils vont continuer à installer l'insécurité. Monsieur Daniel, vous dites que la légalité paye moins que l'illégalité. Exactement. Mais comment vous envisagez maintenant la solution à ce niveau-là? Parce que vous venez de dire aussi qu'il faut qu'on aille à la rencontre, oui, que la RDC parte à la rencontre de ces partenaires-là du Rwanda, de ceux qui soutiennent le Rwanda, qu'ils concluent des accords avec eux. Mais comment vous imaginez, est-ce que ceux-là seront-ils en mesure de pouvoir accepter ces deals-là qui leur seront? J'ai donné des alternatives. Oui. On peut aller chez les partenaires du Rwanda, proposer plus. Parce qu'il y a toujours des échanges. Le Rwanda a proposé quelque chose pour obtenir ce qu'il est en train d'obtenir aujourd'hui. Si on le soutient, ce n'est pas gratuitement. Les relations entre États, ce n'est pas une relation d'amitié, ce n'est pas une relation d'amour. C'est une relation des intérêts. Si le Rwanda obtient le soutien ou bénéficie des soutiens aujourd'hui, c'est parce que le Rwanda donne ce que ces gens-là attendez. En fait, c'est clair. Donc, on peut aller chez eux.
Et si là-bas, ça échoue, mais il n'y a pas que eux comme puissance mondiale. Il y a combien de pays qui ont le droit de veto aujourd'hui? C'est tous ces pays-là sont en harmonie en termes d'opinion ou en termes de politique mondiale aujourd'hui. Ils sont en contradiction entre eux. Aujourd'hui, le monde est en train de basculer. Le mouvement mondial, ça bouge à tout moment. Les uns se battent pour récupérer la puissance mondiale. Les autres se battent pour récupérer la puissance économique. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC de comprendre ces mouvements-là? Au centre de tout se trouve la RDC parce que voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour la transition mondiale, exactement. L'énergie. Dans tout le point, l'énergie, sur le plan armement, sur le plan de l'industrie. Donc tout c'est la RDC est la base. Pourquoi ne mettons-nous pas en place des mécanismes qui puissent faire en sorte que tout ce que nous avons comme minerais puisse, au lieu de nous endayer, mais plutôt créer des richesses, mais plutôt générer des ressources pour le développement de notre pays. Non, le problème est ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque à la RDC, c'est la volonté politique et la bonne foi. Et aussi la compétence qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont au pouvoir, qui, au lieu de trouver des solutions aux problèmes des Congolais, ils s'arrangent à piller la République. Aujourd'hui, nous parlons, vous savez, on parle plus du Rwanda. On a tendance parfois à oublier qu'il y a ceux qui font le mal plus que le Rwanda ici en RDC. Parce que le Rwanda endeuille les Congolais, mais les Congolais qui sont au pouvoir pillent les caisses de l'État. Et tous font le même travail. C'est une forme de massacre aussi. Mais voilà, c'est vraiment un massacre. Parce que piller les ressources naturelles, piller les caisses de l'État pour vos besoins personnels, mais c'est une manière de détruire la République. Parce que lorsque vous pillez c'est que l'argent du contribuable, mais c'est ça qui peut servir à construire le pays, à construire des routes. Aujourd'hui, on n'a pas de route. Pourquoi on n'a pas de route? Parce que lorsqu'on débourse de moyens, on débourse de l'argent pour construire des routes. Les gens pillent cet argent-là, les gens mangent cet argent-là. Mais ils sont comme les Rwandais, ils ne sont pas différents. Tout ce monde, c'est lui qui a volé l'argent des lampadaires et des fourrages. Il n'est pas différent des Kagame. Parce qu'ils tous font le même travail. L'argent décaissé pour servir aux intérêts de la population, vous les bouffez. Mais voilà la conséquence. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas une intelligence bien assez pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Il n'y a pas de gens qui sont capable de penser en créant des politiques bien déterminées, parce que par exemple sur les questions sécuritaires, sur les questions liées à l'économie, sur les questions liées à l'industrie, il n'y a pas de politique bien déterminée. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo continue à s'imiter, parce que l'intellectuel congolais, c'est lui qui dirige, je parle évidemment de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ne font pas les travaux qui sont censés faire. Ils sont concentrés à voler. Aujourd'hui nous parlons de cette affaire. Non, il n'y a pas que les vols. Non, mais vous voulez dire à ce jour que il n'y a pas d'effort aussi significatif. Non, mais il n'y a pas d'effort. Il faut comprendre que les pays, il faut comprendre, mon cher ami, nous connaissons l'histoire de ce pays. Nous savons, à l'époque, on a chassé les Belges. On a chassé les Belges, on a envoyé ces gens-là chez eux. Mais nous savons comment ils ont laissé les pays. Regardez comment le pays aujourd'hui. On va dire que le pays a avancé ou on a rétrogradé. Daniel, vous pouvez revenir pour conclure. Non, la démarche, vous ne l'avez pas beaucoup plus abordée en profondeur. Non, par rapport à... Quand vous voyez le CC et la Senco, chez Kagame, ça vous inspire quoi? En fait, est-ce une impasse ou une opportunité pour la paix? Il faut comprendre que la démarche de l'ECC et de la Senco, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour dialoguer avec l'ennemi. Parce que je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, avoir la paix sans s'intéresser à l'ennemi. Laissez-moi d'abord avancer, comme ça, je vais répondre à votre question. Je suis de ceux-là qui pensent que négocier avec l'ennemi aujourd'hui, c'est tourner à rond. Parce que l'histoire nous renseigne que, à l'époque, dans le passé, il y a eu des accords, il y a eu des négociations. Ces pays vivent des négociations. Mais toutes les négociations que nous faisons, tous les accords que nous signons, n'ont pas pour but intérêt de la population, n'ont pas pour finalité satisfaire le besoin de la population. Donc, en réalité, ça va changer. Non, il ne faut pas écouter ces choses. C'est pas aux politiques d'imposer l'agenda. Attendez. Ça va répondre aux questions sociaux. Attendez, il faut du pays. Généralement, j'ai tendance à dire, parfois il faut que nous essayons de quitter ces cadres-là politiques qui nous obligent à avoir un langage politique, d'amadouer, de mentir parfois. Parce que c'est ça le langage politique. Donc, c'est ceux qui ont menti. Non, laissez-moi avancer. Je ne dis pas que les évêques ont menti. Je dis ceci. Parfois, nous devons quitter ces carcans-là des langages politiques et parler de la réalité. Vous voyez quelqu'un qui a obtenu des territoires, une partie de votre pays par les armes, c'est parce que les évêques l'ont dit, il va imposer un agenda. L'histoire de notre pays les renseigne. À l'époque de l'accord avec Kabila à l'époque. Donc vous êtes en train de dire ici que
Donatien Chole n'a pas dit la vérité à propos du fait que les politiques et les rebelles ne pourront pas imposer la vérité. Il faut comprendre que, en fait, ce n'est pas question de dire la vérité ou pas, c'est une réalité. Nous savons que celui qui s'est battu avec les armes ne laissera jamais le pouvoir facilement. S'il n'obtient pas, il faut comprendre que, attendez, il faut comprendre, mais parce que c'est la réalité. Nous sommes des Congolais, nous connaissons l'histoire de ce pays. Nous y est arrivé avec l'AFDEL, il y a eu des accords, nous a rompu d'une manière violente avec son parti. Nous avons vu la guerre après. Kabila à l'époque, M23 est né, il y a eu des accords. Après, ils sont en train de s'aimer des terreurs. Le problème, c'est quoi? Il faut comprendre que les gens ont pris les armes. Pourquoi? C'est la question qu'il faut d'abord poser. Ils ont pris les armes. Pourquoi? Ils ont des intérêts qui leur ont poussé à prendre les armes. Vous pensez que ces gens-là, ils sont battus, ils ont conquis des territoires, ils vont laisser ces territoires-là parce que les effets ont décidé que c'est ça. Non, mon cher ami, on n'est pas enfant. Pour vous dire que, au départ, je n'ai jamais été d'accord avec cette approche-là de négocier avec l'ennemi. Parce que je sais que, après, on reviendra encore les années à venir, on va reparler de la même chose, on va reparler de la même histoire parce que le jour que vous cessez de donner ce que les ennemis cherchent, ils vont revenir vous combattre pour chercher à avoir leurs intérêts. Mais nous sommes dans quelle situation, dans quel contexte aujourd'hui? Nous sommes dans un contexte où nous subissons, où nous voyons comment l'ennemi, apparemment, j'ai l'impression que... pas mal. Vous faites au Rwanda. Non, mais le problème, c'est quoi? D'abord, le premier élément, nous avons un leadership faible. Parce que si nous avions... un problème de leadership. Un problème de leadership énorme, un problème de commandement. Si nous avions... Mais au sommet de la République, au sommet du pays, si on avait un leadership fort et efficace, le Congo n'allait pas attendre que l'ennemi arrive au niveau aujourd'hui de Bukavu, il faut le dire. J'ai suivi. Attendez, il ne faut pas prendre en compte les paroles de M. Félix. Il a suffisamment parlé, mais il nous a dit récemment ici que Goma ne tombera pas. Vous avez ma parole. Aujourd'hui, nous sommes où? On nous a privé à nous, Congolais, de le dire. Mais nous avons vu tous Goma est entre les mains de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, mais Bossembe l'avait dit, il a interdit à tous les médias, il a d'ailleurs coupé TikTok et Twitter en pensant que s'il coupe TikTok, l'ennemi va arrêter de combattre. Voilà le désir des gens qui nous disent. Donc pour vous dire que il y a un leadership faible au sommet de l'État. S'il y avait un leadership fort, le Congo n'allait pas envisager d'aller vers l'EAC. Tout en sachant que historiquement, les pays de l'EAC sont impliqués négativement dans les atrocités, dans les guerres qui se passent à l'Est. Aujourd'hui, on faisait semblant de penser que... 30 secondes, c'est important. On faisait semblant, lorsqu'on disait à Félix, c'est que l'Ouganda n'est pas un pays sincère. Parce que les M23 sont entrés par l'Ouganda. Félix, à l'époque, non, l'Ouganda était un ami, était un frère, lui, il n'écoutait pas. Aujourd'hui, j'ai suivi récemment, j'ai suivi les trucs de ces généraux-là, ces voyous-là des généraux, les fils de Museveni, c'est qu'il a dit aujourd'hui. Il a dit quoi? Mais il a envie de menacer les pays, si les militaires qui sont à bout ne laissent pas les armes, ils vont attaquer. Ça, c'est le fils de Museveni. Pour vous dire quoi? L'approche sécuritaire que M. Félix a eu à adopter, c'est ça qui nous a conduit à ce que nous subissons aujourd'hui. Mais face à cette situation, les Congolais sont en train de mourir. M. Félix, il a refusé de dialoguer. J'étais d'accord avec lui au début. Vous ne dialoguez pas? Non, vous pensez qu'il faut... Attendez, je ne pense pas, je suis en train de poser des questions. Comme ça, les Congolais vont réfléchir et tout le monde... Personnellement, je vous donnerai mon avis. C'était demandé. Oui. De pouvoir proposer une approche pour une solution pacifique à ces jours, pour une solution tout court à ces jours. De quel côté la balance? La solution efficace, parce qu'on veut trouver la paix éternelle, on veut trouver une paix durable, une vraie paix, pas une paix de semblant, une paix de façade. Il faut combattre l'ennemi. Mais comment combattre l'ennemi lorsque vous savez qu'on n'a pas suffisamment d'équipement? Mais il faut aller sur les partenaires sérieux qui vont vous fournir l'équipement. Aujourd'hui, je prends le cas de... Donc vous voulez qu'on entreprenne encore, qu'on fasse encore des développements? Non, mais c'est possible, c'est possible. Alors qu'il y a des... C'est possible, mais voilà d'ailleurs pourquoi j'ai parlé d'un contexte actuel qui a poussé les prélats catholiques à aller voir Nanga, à aller voir tout le monde. C'est pour trouver une solution pour que nous puissions atterrir d'une manière pacifique. Mais néanmoins, je n'ai jamais été d'accord avec cette solution-là. Mais comme le chef de l'État nous a déjà prouvé qu'il n'est pas en mesure d'affronter le Rwanda, parce que déjà lui-même n'a pas la capacité de le dire publiquement que le Rwanda nous agresse. Il n'a pas la capacité de dire publiquement que nous devons attaquer le Rwanda, nous devons faire la guerre au Rwanda. Le chef n'est pas en mesure de lever les options militaires aujourd'hui. Il nous a promis récemment ici une riposte vigoureuse. Mais nous attendons jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, l'ennemi avance à pas géant. Qu'est-ce que nous mettons en face pour atterrir?
Vous ne voulez pas dialoguer. Il y a eu plus de temps que moi. Vous allez répondre. Vous allez Vous ne voulez pas dialoguer. C'est une bonne chose. Vous ne voulez pas aussi pas de dialogue à l'interne, pas de négociation avec l'ennemi, pas de guerre. Maintenant, vous voulez quoi? Pour continuer à subir des morts comme là. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas l'alternative. Il faut qu'on puisse pratiquement lever une option pour toutes, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à cette période. Parce que les vies humaines en République démocratique du Congo ne sont pas des choses, des histoires, mais ce sont des personnes, des vraies personnes qui ont des noms, des vraies personnes, des patriotes qui sont en train de mourir. Et cette situation doit s'arrêter. Adrien Bikundi, en réaction, merci. Vous avez des sources d'informations, vous avez tout ce qu'il vous faut autour de cette situation. Ma question sera cette fois-ci très directe et j'espère que vous allez avoir peut-être une courte réponse. Ouais. Vous êtes pour les dialogues ou pour la guerre pour l'instant, dans le contexte actuel de la situation? Parce que vous avez déjà peint les contextes. Guerre ou dialogue? Ma réponse ne pourra pas aussi sembler directe comme vous le pensez, parce qu'il faut toujours situer les contextes. Mais les contextes, vous l'avez déjà précisé. Oui, j'ai déjà situé les contextes. Le Congolais meurt. Et nous mourrons ensemble avec ceux qui meurent. Nous sommes tellement affectés par cette situation. Vous entendez? Mais, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Le dialogue en soi n'est pas chose mauvaise. Parce que je vous ai parlé ici qu'on peut gagner aussi la guerre. C'est les dialogues avec ceux qui ont pris les armes, comme l'a suggéré. Le dialogue avec ceux qui se présentent de l'autre côté de la table comme ayant une position de force pour imposer donc pour vous, leur cahier de charges. Pour vous, le dialogue, laissez-moi terminer, le dialogue pour les intérêts qui ne profitent pas au peuple congolais. C'est là que ça pèse. Quand on a le sang congolais qui coule dans ses veines et qu'on nous dise aujourd'hui que nous devons accepter le dialogue à condition qu'une partie de notre pays puisse ça c'est chose impossible. Nous être imputé, comment voulez-vous? Ça c'est chose impossible. Je suis en train de réfléchir comme ça à haute voix. Vous réfléchissez à haute voix, je le sais très bien. Ouais. Adrien, vous n'êtes pas pour la guerre. Je ne suis pas pour la guerre. Vous refusez les dialogues. Je ne refuse pas les dialogues. Avec les ennemis de la République. Mais que proposez-vous pour qu'on mette finalement fin à cette situation? Cher ami Jonas Chiampa, oui. Nous sommes nés dans ce pays, oui. Nous grandissons dans ce pays, nous pouvons aujourd'hui nous regarder en face et ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que l'échec de la classe politique qu'on a connue dans ce pays depuis l'accession à l'indépendance. Mon ami a situé la situation dans l'histoire. Tous les régimes qui se sont déroulés dans ce pays, si on aurait connu des dirigeants aussi sérieux, on aurait construit déjà une armée forte, puissante, capable de défendre la patrie. Parce que l'armée, elle est appelée les vengeurs de la République. Mais aussi longtemps que ceux qui ont dirigé ce pays pendant 32 ans, pendant 20 ans, pendant 2 ans, pendant tous ces temps, n'ont laissé la RDC que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui est une conséquence. Oui, on sait, c'est une conséquence, bien sûr. Ouais. Mais ça fait maintenant 6 ans depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Qu'a-t-il fait concrètement justement, pour éviter tout ce qu'on a comme situation aujourd'hui? Justement, je voudrais revenir là-dessus, parce que je vis même un co-débatteur qui est en face de moi, il a tiré vraiment... Il a décrié un problème de leadership. Il a décrié un problème de leadership, il a vraiment tiré à boulet rouge sur les dirigeants. C'est vrai, aujourd'hui, les responsabilités sont à partager. Entre le peuple et les dirigeants? Il y a ceux qui nous agressent, qui font montre de la mauvaise volonté. Il y a aussi l'organisation interne. Je n'en disconviens pas. Vous avez étudié... Vous m'avez posé une question très importante. Oui, je vous relance. Ouais. Vous avez étudié les relations internationales. Exactement.
dans lesquels il n'y a pas de sincérité. Il ne faut pas compter sur la bonne foi de l'autre pour faire passer votre politique étrangère, mais plutôt vous devez vous imposer. Ces vocabulaires n'existent pas en relation internationale sur les rapports d'essence. Vous avez totalement raison. Alors, c'est pas l'amitié là-bas, c'est les intérêts. C'est les intérêts qui comptent. Exactement. Mais comment vous pouvez penser que nous devons compter sur la bonne foi des autres? Je ne dis pas qu'il faut compter sur la bonne foi des autres. Quand on parle aussi de la diplomatie, il y a aussi des gens qui, parce que il y a les intérêts qui sont de l'autre côté, de tout le côté, ils arrivent à trouver un terrain d'attente. C'est ça même le but pour lequel on fait la diplomatie. C'est pour trouver des terrains d'attente dans des situations à conflit. Mais vous avez posé la question pour dire, parce qu'aujourd'hui, il y a les autres qui font la récupération politique. Moi, je voudrais qu'en ce moment, on ait beaucoup plus les sentiments de l'unité et de la cohésion. Pourquoi? Parce que le pays est en guerre. La récupération politique voudrait assez qu'aujourd'hui, on puisse doiter les dirigeants ou le président de la République pour dire que non, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est à cause de lui. Ça, c'est une façon biaisée de présenter la situation. Nous ne sommes pas pendant la période de la propagande. À cause de lui, vous avez souligné les 6 ans qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 6 ans. Ne s'est-il pas préparé? Je voudrais revenir là. Parce que dans un pays, quand vous venez au pays, au pouvoir, on le sait, c'est pour servir la nation ce qu'il fait. Et aussi, c'est pour se rendre compte. Qu'est-ce qui fait, Adrien? Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, le président qui vient, qui prête serment, le premier jour de sa prestation de serment, il signe des décrets qui entrent en vigueur, alors qu'il n'était pas au pouvoir. D'abord, on l'a vu avec Joe Biden, qui n'avait jamais dirigé. Dès son accession au pouvoir, directement, il a signé des décrets. Qu'est-ce qui fait qu'ici, chez nous, ça prend du temps pour que le président prenne une ordonnance? Oui, n'est-ce pas la conséquence de tout cela qui nous fait arriver à des situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, de cette impréparation que vous décrivez? Bon, je pense que la comparaison que vous faites, la comparaison n'est pas raison comme on est dit si souvent. Quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, vous le comparez avec la RDC, il y a des choses qu'il faut clarifier. Lorsqu'on élit un président de la République aux États-Unis, quand il arrive, il trouve déjà le pays sur le bon rail. Donc vous voulez dire que M. Tshisekedi n'a pas trouvé les pays sur les bonnes bases? Nous connaissons très bien, nous avons été dans ces pays. Oui, je vais vous dire pourquoi je m'exprime de cette façon. Félix a pris le pouvoir. On a vu les deux partis politiques qui se sont combattus près de 30 ans. On a vu la passation de pouvoir qui était pacifique, dont on a applaudi. Et plus vite, qu'est-ce que nous avons vécu dans ce pays? On a vu le président de la République qui est venu, je parle pour son premier mandat, parce que vous avez parlé de 6 ans déjà à la tête du pays. Il avait la majorité présidentielle, mais pas la majorité au niveau du Parlement. On a vécu dans ce pays. C'est pas un faux débat, parce que lui, il a parlé de 6 ans. Je pense que le débat est déjà dépassé. Il y a eu la guerre de service. Le débat n'est pas dépassé. Quand on fait les bilans de Tshisekedi aujourd'hui, il faut mettre en compte le premier mandat. C'est comme ça que je demande. Pourquoi ça doit durer? Parce que quand il a pris le pouvoir, on le sait, le président a trouvé qu'il y avait une menace, et c'est comme ça que même sa campagne électorale était battue sur ces fondements-là. La paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on voudrait savoir. Vous qui êtes proche du pouvoir, pensez-vous que le président s'est préparé à combattre l'ennemi? Exactement. Le président n'a aménagé aucun effort dans la partie, dans ces secteurs ou dans ces chapitres de la sécurité de notre pays. Mais il faut savoir aussi, Jonas, quand vous héritez une armée qui a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière, ça pose un sérieux problème. Qu'est-ce qu'il faut pour regarder ce qui se passe aujourd'hui? Pour dégager tout ce qui sont considérés comme... Pour dégager tous ces gens, ça demande le plus de temps. Pourquoi? Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui a été préparée comme ça depuis des décennies. C'est pas en venant aujourd'hui qu'on peut démanteler toutes ces histoires-là. Ça demande quand même un peu de temps. Vous dites aujourd'hui, est-ce que le président a été regardant avec la situation de la sécurité? Bien sûr que nous avons vu le travail qui a été fait et qui continue d'être fait aujourd'hui pour renforcer nos FARDC. Aujourd'hui, vous pouvez me parler le budget de notre
défense. Mais il est de combien ce budget? En fait, quand ce budget budget des finances a été voté, je voudrais que peut-être que si vous avez des informations dessus, que vous puissiez vous y pencher. Entre le budget affecté, je fais la comparaison, ouais, et les budgets affectés à la sécurité, lesquels dépassent l'autre, ou lesquels devraient. Lorsque je parlais en ces termes-là, je vis jadis dans ces pays, à l'époque des Kabila, c'était quoi le budget de l'armée ou de la défense? Vous vous rappelez? C'était quoi? On était dans quelque chose de millions. Mais franchement, avec Félix, on a atteint quand même des sommes considérables. En termes de pourcentage. En termes de pourcentage, mais aussi... Sur les 100, ça peut être... C'est pas la finalité. On est aujourd'hui dans près de plus de 1 milliard affecté pour la défense de notre pays. C'est rien. Mais c'est quand même les efforts qui ont été consentis dans ce sens-là. Mais aussi, ce que vous devez savoir, cher ami Jonas, c'est que le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il est facile d'être président des autres pays, mais être président de la République démocratique du Congo, c'est pas chose qui est vraiment facile. Pourquoi? Parce que, je le répète encore aujourd'hui, nous faisons face à des intérêts des grandes puissances et des firmes internationales qui ont un pouvoir économique considérable. Ça, vous l'avez déjà dit. Et la solution? Quand les présidents déclarent que les vrais commanditaires de cette situation que nous vivons aujourd'hui, ouais, c'est son prédécesseur. Ouais. Et quand on voit Lorenzo quitter les bateaux, céder les témoins pour que quelqu'un d'autre commande en ce qui concerne la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour une solution pacifique, ça vous inspire quoi? Ça vous dit quoi? Nous avons suivi la déclaration du chef de l'État. Vous le dites dans 5 minutes pour que je passe la parole. Nous avons suivi la déclaration du chef de l'État. Je vous ai dit déjà ici que le président de la République est le citoyen le plus informé. Et quand le président s'exprime, il plaisante pas. Il le dit avec tout le sérieux. Le président de la République est meurtri dans son âme. Il est en train de voir ce qui c'est. Meurtri dans son âme. Meurtri dans son âme. Comme les Congolais sont aussi en train d'être tués. Mais en voyant, mais c'est à lui de trouver la solution. C'est que de personnes à qui on a déroulé les tapis rouges dans ces pays, qui ont accédé à des fonctions aussi plus élevées, le vrai visage que l'on révèle aujourd'hui au peuple congolais. Vous n'êtes pas sans savoir que Corneille Nangaa, qui est aussi si proche de l'ancien président de la République, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que dans ce pays, lorsque le musée est venu, il était venu accompagné du Rwanda. De militaires rwandais. Vous rappelez l'histoire. Mais l'histoire est en train de vouloir se répéter. Parce qu'on voit Nangaa qui vient aujourd'hui et qui s'est fait accompagner par le militaire rwandais. N'est-ce pas une histoire qui va se répéter? Et quand il vient pour la part de qui? Pour les intérêts de qui? Ce sont les questions qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Quand on vient, on assassine, on tue, on vient pour les intérêts de qui? Le chef de l'État, en le disant, il est en possession de beaucoup d'informations, dont il a dit même qu'il détient les preuves. Mais aujourd'hui, nous, en tant que le peuple congolais, nous avons vu un pays en guerre. Des gens qui ont été à des postes de choix dans ce pays, dont les silences fait réfléchir aujourd'hui. Des acteurs considérables de ce pays, des leaders d'opinion, alors que le pays est attaqué, alors que le pays est en guerre, aucune déclaration. Silence radio. Vous pensez que la déclaration seule suffit pour tout? La déclaration seule ne suffit pas, mais lorsque une partie du pays, une partie du corps est endommagée, c'est tout le corps qui sait quoi? Qui souffre. Donc, il faut que ça, il est vrai. J'ai vu que tous les leaders condamnent fermement cette agression qui nous a imposée par Et pourquoi les autres se taisent? Qui sais-tu?
il y a des acteurs majeurs au sud de ce pays jusqu'à maintenant qui ne disent absolument rien et qui ne disent mot. Merci. Et donc, pour conclure, lorsque le chef de l'État s'est exprimé en ces termes, il est le citoyen le plus informé, il sait de quoi il est en train de parler. Donc, c'est la deuxième fois qu'il déclare... Mais cela ne dédouane pas le Rwanda. Parce que même dans ce qu'il a dit l'opposition qui a accepté de prendre les armes. Parce que Nanga s'est réclamé aussi être de l'opposition. Il a pris les armes aujourd'hui, il s'est fait accompagner par qui? Par les militaires rwandais qu'il a fait intervenir sur notre sol. Aujourd'hui qu'on est combattu. C'est une guerre qui s'est faite entre une opposition militaire qui attaque, qui agresse les pouvoirs, ou c'est une opposition, ce sont des rebelles. Une opposition, vous pouvez faire une clarification à ce une opposition qui, parce qu'elle a pensé que ses intérêts ont été menacés, est allée se rallier avec l'ennemi pour combattre ses frères et ses sœurs. Donc ce sont les rebelles qui nous agressent et nous devons mettre fin à cette situation. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous suivez en direct de CML13 Télévision, vous allez aussi suivre la publication de cette émission sur notre chaîne YouTube, et nous vous invitons à liker, à commenter, mais aussi à pouvoir partager cette émission largement, parce que cela dépend de la vie, de votre fidélité, mais aussi du soutien que vous nous apportez tous les jours, des félicitations et des remerciements que vous ne cessez d'envoyer à notre égard, et nous vous remercions pour ça. Daniel Kitenge, le président de la République, a incriminé, il a accusé, il a dénoncé cette participation de l'opposition, d'une franche partie, d'une partie de l'opposition qui agresse notre pays, et que cette opposition a décidé finalement de prendre les armes, de tuer des Congolais pour qui ils veulent défendre, pour qui ils veulent devenir président de la République dans les jours à venir, bien sûr. C'est là au moyen de l'élection, parce que nous sommes un pays démocratique, c'est ce que nous conseillons, tout en condamnant toute prise de pouvoir par les moyens non démocratiques, par les moyens, parce que nous avons une constitution qui consacre comme ça l'élan démocratique, et que nous ne pouvons pas briser cet élan, ces progrès que nous avons pris en 2019. Nous avions vu tout ce qu'il y avait, tout cet enthousiasme qu'il y avait autour du président Tshisekedi, l'entrant et les sortants Joseph Kabila, des choses rares dans la sous-région en Afrique. Oui. Et qu'aujourd'hui, Kabila soit pris comme les commanditaires de l'insurrection armée dans la partie est du pays. Pensez-vous que cette cohésion au niveau interne est en train d'être fragilisée? Merci beaucoup pour la parole accordée et la question. Elle est vraiment importante, cette question. Laissez-moi quand même revenir un peu sur ce que j'ai entendu ici. D'abord, j'aimerais que vous arrangez un peu la présentation. Il faut le présenter comme étant un membre de l'Union Sacrée. Comme ça, on comprend que... J'ai jamais été membre de l'Union Sacrée. Donc, comme étant un défenseur de ce qui nous dirige aujourd'hui, si vous voulez. Parce que ses analyses le démontrent clairement que monsieur est venu pour laver M. Félix, alors que la faute revient complètement à M. Félix. Nous parlons de la gestion de la sécurité de notre pays. Mon cher ami, on ne peut pas venir ici dédouaner les dirigeants. Je parlais d'un leadership faible, et évidemment, il y a un leadership faible. On ne peut pas comprendre et expliquer ou chercher à justifier le fait qu'on prend Bunagana il y a 3 ans passés, aucune mesure sérieuse n'est faite, on part s'aventurer à l'EAC, de va-et-vient inutile. On vous demande à vous, le premier sommet, la première rencontre du chef de l'État, on vous demande de cesser les faits, d'observer un cessez-le-feu. Vous revenez à Kinshasa, l'ennemi, les rebelles, violent le cessez-le-feu. Et puis ce cessez-le-feu a été applaudi, applaudi par les militants, les cadres de certains partis politiques, on l'a vu. J'ai jamais applaudi. Laissez-moi finir d'abord le schéma. Le premier cessez-le-feu, l'ennemi viole catégoriquement le cessez-le-feu. Vous repartez encore pour le second sommet. Le même mesure, cessez-le-feu, on va observer cessez-le-feu. L'ennemi viole encore une fois de plus et prend le territoire. Vous ne faites rien. Vous repartez encore. On vous dit d'observer des zones tampons. Bêtises. Zones tampons, des zones où l'armée régulière ne pouvait plus y accéder.
Notre armée régulière avait interdiction de l'EAC de fouler d'autres coins de notre pays. Et dans tout ça, notre pays, notre armée s'est montrée disciplinée. Disciplinée, non. En fait, en réalité, ce n'est pas une question de discipline. C'est une question de faiblesse de commande. Parce que l'armée, comme le disait celui qui vient de mourir récemment ici, et paix à son âme, le gouverneur militaire, que l'armée est un instrument de la politique. Nous n'avons pas reçu l'ordre d'attaquer, mais d'observer. Et l'armée reçoit des ordres. L'armée vit à travers les ordres. Les commandants suprêmes, avec ses services, c'est eux qui gardent la nation. Aujourd'hui, il n'arrive pas à déclarer la guerre, alors qu'il était prêt à marcher même sur eux. Je ne sais pas, les gens pour changer la constitution. Mais aujourd'hui, pour déclarer la guerre, il n'a pas l'audace, il n'a pas le courage de s'affirmer avec autant d'orgueil qui peut m'empêcher, moi, les gardes de la nation. Mais il faut le dire aussi aujourd'hui, qui peut m'empêcher, moi, monsieur Félix Tshisekedi, d'attaquer le Rwanda. C'est ce que les Congolais attendent. Parce que c'est ça ce qui rencontre les besoins de la population. Pour vous dire quoi, on a interdit. Il s'est réservé, et là il n'arrive pas à parler. Même Kabou est devenu taisé. L'homme des sorties médiatiques ratées de l'IDPS. L'homme des sorties médiatiques ratées. Qui n'a jamais dit. Mais toutes les sorties médiatiques de Kabouya depuis que je l'ai. Non, mais là, il s'est dit que. Mais voilà. Il est concentré. Non, il n'a pas à dire. Il n'a pas à dire. C'est le seul économiste que je connais qui n'a jamais, dans un plateau, dans une sortie. Il semblerait qu'il est économiste. On nous dit que c'est monsieur. Comment il s'appelle celui-ci? C'est lui qui s'appelle ici, Pasteur s'appelle. Comment il s'appelle? Gordon Poy. C'est lui qui fit son directeur des. Dans quelle université? On parle de l'ISC, c'est ce qu'on nous dit. Mais qui n'a jamais. À l'ISC, il y a l'économie. Mais c'est ce qu'on nous dit. Qui ne sait pas Kabouya est licencié en économie. Ils sont des acteurs politiques, ils sont des républicains. Pour vous dire qu'il est même lui devenu Miwe. Il n'est pas il n'a rien à dire aujourd'hui. Le Congo a observé les cessez-le-feu. Nous l'avions respecté à la lettre. Et puis, les rebelles le violent encore une fois de plus. Je voudrais préciser. Oui. Les cessez-le-feu n'est pas une victoire. Cessez-le-feu, c'est un cantonnement des troupes. C'est-à-dire. État d'observation. État d'observation. Ouais. Les territoires conquis restent toujours entre les mains de l'ennemi. Donc, tout le monde garde sa position initiale. Donc, moi, je vous retrace le fait pour démontrer la faiblesse de ceux qui nous dirigent. On observe ce le fait, on accepte. Le président se rend compte, à l'époque nous électons, se rend compte lui-même que la force régionale cohabite avec les rebelles dans certaines localités. Le président le dit publiquement. Le 30 juin, je romps avec l'EAC, c'est fini. Le 30 juin arrivé, on prolonge la force régionale l'EAC. Ils sont prolongés. Pour quelle raison, on ne sait pas. Le président répare encore. Mais mon cher ami, plus de 3 ans, vous les faites respecter, alors que c'est vous, hein, qu'on a victime. C'est ça, le mot qu'il faut. C'est nous les victimes, mais c'est à nous qu'on demande de céder des zones tampons, c'est à nous qu'on demande d'observer les faits, et c'est à nous, entre-temps, et l'ennemi avance. L'ennemi gagne de l'argent chez nous. Nous, il y a d'ailleurs reconnu que le Congo perdait $1 milliard dans ces zones-là, sur le trafic illicite de minerais. Le Congo comprend cela, le Congo le sait, mais le Congo ne fait rien. Et après, l'ennemi passe à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, on nous prend Goma. Puisque vous avez cité les ministres de la communication, Patrick Mouyaya, il s'était à l'époque opposé contre le fait que l'Union africaine ait taxé les rebelles d'une coalition, d'une opposition politico-militaire. Exactement. Et lorsque le président de la République dit aujourd'hui que l'opposition a pris des armes, pensez-vous qu'on doit rester sur quel schéma? Non, mais il faut comprendre que tout part d'abord de l'EAC. Tout part toujours de l'EAC. C'est à l'EAC qu'on nous a tourné en bateau, qu'on nous a tourné comme des bourriques, et le président n'a fait, je ne sais pas s'il comprenait la démarche de l'EAC, mais le président s'est plié comme étant un pays faible, parce qu'on ne sait pas comment on peut se prendre en charge. Bien, j'ai suivi ça, même à l'époque, si vous vous rappelez bien, le président burundais avait dit que la force régionale quittera votre pays le jour que vous aurez une armée forte et efficace, capable de sécuriser vos territoires. Le président burundais avait publiquement reconnu la faiblesse de notre armée. Et ici en place, à la RDC, personne n'a réagi. Il n'y avait aucun communiqué pour réagir, pour regarder le président burundais. On n'est pas là. Mais l'ennemi continue à avancer. Et 3 ans après, vous n'avez rien mis sur place
Vous n'êtes pas organisé et le président s'est permis plus d'une fois pendant la campagne électorale pour nous dire qu'il a acheté des armes, on peut atteindre Kigali à partir de Goma, il faut renverser. Mais toutes ces choses que le président nous a dit, pourquoi le président n'a pas eu l'audace, lorsque l'ennemi était encore loin des grandes vies, d'attaquer l'ennemi et d'arrêter cette hémorragie? Aujourd'hui, qui est responsable? Aujourd'hui, nous avons perdu plus de 6 000 personnes. On en parle, aujourd'hui, on en parle peu, pas beaucoup de gens, mais c'est ça. Aujourd'hui, le Congo est endeuillé, une fois de plus. Mais pourquoi le Congo est endeuillé alors qu'on pouvait éviter les 6 000 morts aujourd'hui qu'on a perdu à Goma? Là, je parle des morts, les gens qui sont morts à Goma. On pouvait éviter ça si le président avait décidé au départ d'attaquer l'ennemi à partir de Bunagana. Aujourd'hui, nous sommes responsables. Le chef de l'État est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas les dédouaner, il ne faut pas dire que le gâchis n'est pas fait. Et il ne faut pas citer les régimes passés. Parce que l'M23 est revenu sous Félix Tshisekedi. Il pouvait stopper l'hémorragie. Parce qu'il avait adopté sur une bonne voie de ne pas négocier avec l'ennemi. C'était une voie à applaudir. Mais quand vous ne négociez pas... Il y est toujours. Mais voilà, il faut comprendre que lorsque vous ne négociez pas, il faut attaquer. Mais vous voulez ni négocier, ni attaquer. Maintenant, vous voulez quoi? Aujourd'hui, c'est moi ce qu'on fait. Parce que la main de l'ennemi progresse. C'était Goma. Aujourd'hui, c'est Bukavu. Et l'aéroport de Bukavu. L'ennemi avance à grands pas. À grands pas. Et l'ennemi est équipé, l'ennemi est organisé. J'ai suivi récemment l'opposant sud-africain. Il a dit, les éléments sud-africains qui se battent en RDC n'ont pas d'équipement qu'il faut. L'ennemi a des drones de combat. Nous avons quoi pour faire face à cela? C'est maintenant qu'il faut s'organiser. Il faut créer un bloc au niveau de ce site qui vous cherchez à contre-attaquer parce qu'on ne veut pas négocier avec l'ennemi. Ce n'est jamais tard pour s'organiser. Merci Daniel Kitengo. Non mais s'il vous plaît 30 secondes, ce n'est pas tard, vous l'avez bien dit. Mais il faut avoir la volonté et le courage de le faire. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Parce que même lorsque vous regardez, je suis en train de suivre la première ministre qui est au niveau de l'Union africaine. Mais tout ce qu'elle est en train de faire, c'est toujours continuer à accuser le Rwanda. Mais on ne fait qu'accuser le Rwanda, on le sait. Ces gens-là s'en lassent déjà, ils savent que c'est le Rwanda qui vous agresse. Mais vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour attaquer le Rwanda? On peut faire reculer le Rwanda, c'est un pays comme tout le pays. Si le Rwanda a conclu des partenariats avec d'autres pays, nous aussi on peut les conclure pour affronter l'adversaire parce qu'on ne veut pas négocier, on ne veut pas faire la même chose que les prédécesseurs, mais parce qu'on ne veut pas négocier, il faut attaquer l'ennemi. Mais vous ne voulez pas attaquer. Et maintenant, pour atterrir, aujourd'hui, maintenant, c'est qui sont les vraies victimes? C'est la population qui en pâtisse. La population qui est en train d'être tuée. Récemment, j'ai vu la mort de ces musiciens. La population est en train de couper dans une misère énorme. Donc, ni manger, ni boire. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, les politiques? Parce que l'armée répond aux ordres des politiques. L'armée répond aux ordres de la hiérarchie. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour aujourd'hui nous ayons des solutions pour que la guerre cesse? Dans 30 secondes. Quand vous voyez João Lourenço refuser de continuer avec les négociations plutôt entre la RDC et le Rwanda, pensez que c'est un quoi? En fait, en réalité, moi je ne pense pas que c'est un quoi. Parce que déjà, moi, il faut comprendre que j'ai jamais fait confiance à ces pays-là. Je sais que ces pays, je parle de tout le pays. Tous les pays qui ont concouru à ce que la situation aujourd'hui de notre pays soit comme ça, parce qu'eux tous ont contribué d'une manière ou d'une autre. Mais il faut comprendre qu'on vous renvoie à votre responsabilité. On ne le fera pas à votre place. À part João Lourenço, aujourd'hui, qui s'est retiré, dans la sous-région ou au niveau de l'Afrique, qui d'autre peut bien gérer cette question? Mais il y a des pays avec qui on peut toujours aller faire des alliances. En fait, il faut comprendre que le Rwanda n'est pas en bonne relation avec tous les pays. Il y a des pays aussi qui sont vers le Rwanda. On peut chercher ces pays-là, coaliser avec eux pour affronter l'ennemi. Le Rwanda n'est pas le super pays de la sous-région. Il y a le Burundi qui est là, qui d'ailleurs combat avec nous. Il y a l'Afrique du Sud aujourd'hui qui est là. On peut renforcer. Il faut comprendre encore une chose, mon cher. L'Afrique du Sud, c'est un pays de BRICS. L'Afrique du Sud fait partie de cette coalition-là, la Russie, la Corée, tous ces pays. L'Afrique du Sud fait partie de cette coalition-là. On peut s'appuyer sur l'Afrique du Sud et chercher comment avoir des contacts avec les partenaires de l'Afrique du Sud pour que nous ayons le moyen nécessaire, parce qu'on ne peut pas négocier, il faut trouver des armes nécessaires pour combattre l'ennemi. Il n'est pas encore tard, on peut encore mener un bon combat. Et sinon, si on n'a pas de solution, alors, tant mieux trouver la voie qu'on connaît en train de vous proposer par les préalables, parce que vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez battre, vous ne voulez pas négocier, vous allez faire quoi alors? C'est dommage, et la population continue à mourir, c'est très triste. Alors,
fidèles téléspectateurs, vous suivez ces analyses pertinentes de personnalité. Ce sont des personnalités, il ne faut pas regarder l'âge, c'est vrai, mais il faut voir les contenus qui se trouvent, les contenus dont ils dégagent. Adrien, un dernier message dans une minute. Bon, le dernier message que je dois lancer à ce niveau, d'abord, que nos populations de l'Est, de la partie Est de notre pays, comptent encore sur le soutien de tout le peuple congolais. Nous sommes tous touchés autant que vous, et je profite aussi à la même occasion pour faire appel à la cohésion nationale, à l'unité. La cohésion qui est savée par Félix. Ça a été une belle expérience sur ce plateau. Je puis comprendre mon co-débatteur comme autant de Congolais qui aujourd'hui font la pression à ceux qui dirigent le pays, ce qui est effectivement leur devoir de défendre la patrie parce que ce sont eux qui sont aux commandes. Mais avec toutes les analyses que nous avons faites ici, nous avons démontré la complexité de la situation et nous avons conclu en disant le moment n'est pas à la division ni à la récupération politique, encore moins de l'opposition. Le moment est à l'unité pour que nous puissions combattre et sauver la patrie. On parle d'unité parce que c'est la cohésion qu'il faut. Nous avons fait appel à la cohésion. La cohésion, c'est important pour nous parce qu'il faut vous renseigner que l'histoire de notre pays démontre clairement que toutes les fois que les Congolais ont été ensemble, on n'a pas perdu des combats. Mais tout doit on doit nous unir. Mais tout doit commencer par M. Félix. Parce que lui, Félix, lorsque Félix part pour dire qu'aujourd'hui, l'AFC, c'est Kabila, c'est quand même une manière aussi de diviser les Congolais. Parce que ceux qui sont militants du PPRD et de Kabila ne vont pas adhérer à ces démarches-là. Parce que leur chef est indexé. Et aussi, lorsque Félix Tshisekedi part partout pour dire que c'est le Rwanda, mais lorsque vous prenez le courage de dire que les commanditaires, le vrai, c'est Daniel. Mais si Kabila venait aujourd'hui au dialogue, sera pris pour de quel côté? Mais voilà, c'est la grande question. Mais voilà, c'est la grande question qu'il faut poser à Félix. Parce qu'aujourd'hui, il incrimine. Il est en train de l'incriminer. Qu'il est le vrai commanditaire. Si Kabila est le vrai commanditaire, le syllogisme est très clair. S'il est le vrai commanditaire, alors Kagame sert à quoi? Pourquoi ça pas Kagame? Si Kabila est le vrai commanditaire. Et pour dire à la population, continuons à rester forts parce qu'il faut comprendre que cette guerre va au-delà des intérêts politiciens. C'est notre survie, notre indépendance, notre liberté qui est mise en marche. Si l'ennemi, le Rwanda, gagne aujourd'hui, nous ne serons plus libres. Il va commencer à diriger le pays et on va perdre ce pays. On n'a que ces pays. Moi, je n'ai que ces pays. Voilà pourquoi je continue à nous appeler, à nous unir et à nous battre pour le pays parce qu'on a que ça comme pays. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Écho de l'école des communicateurs. Mais on a un écho. Nous voulons dédier cette émission, nous la dédions à tous nos compatriotes de la partie Est du pays. Et nous savons que tout ce que vous traversez à ces jours finira par prendre fin. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Et nous saluons également notre téléspectatrice Kadi Koussou, femme sage qui nous suit depuis Petit Pont à Bandal, de la part de notre monteur, réalisateur. Il est polyvalent, monsieur Privali, qui est en train, qui assure la réalisation de cette émission et qui va aussi faire les montages ainsi que tous les processus d'après-production. En tout cas, nous recevons ici tous les bonheurs pour ce week-end et nous vous souhaitons un bon week-end, un excellent week-end, fidèles téléspectateurs. Et nous voulons apporter aussi ces conseils à nos dirigeants. C'est que pendant cette période de crise, nous devons soigner notre message. Nous devons soigner notre communication. Parce que nous l'avons toujours dit, la communication, c'est aussi cet ensemble d'interactions continues capable de créer soit l'harmonie, soit la désharmonie entre les individus vivant dans une communauté. C'est que les paroles que vous dites
tout ce que vous prononcez est susceptible soit de vous unir, soit de vous diviser. C'est-à-dire que l'homme sage sait voir dans quel coin, de quel côté, dans quelle approche il faut qu'il s'y mette. Et il faut qu'il s'épanche. Et nous conseillons l'unité, nous conseillons la mise en place de tous les mécanismes possibles pour revenir, pour établir la paix et la sécurité dans la partie est de notre pays, ainsi que sur l'ensemble du pays. Et d'ici là, portez-vous bien. C'en est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro. À samedi prochain. Merci beaucoup.